Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Le 9 novembre 2020, le Conseil constitutionnel ivoirien proclame définitivement élu le président Alassane Ouattara avec 94,27% des suffrages. C'est l'aboutissement de la présidentielle du 31 octobre 2020. Déjà le lendemain, la spirale de la violence reprend cette fois-ci à Mbakdo, au centre-est du pays. Et plusieurs blessés graves. Avant Mbakdo, plusieurs localités du pays sont ensanglantées. Bongouanou, Bonoua, Dabou, Daouko, Yamoussoukro, Toumondi, Douekoué et j'en oublie. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi des Ivoiriens découpent-ils d'autres Ivoiriens? Comment mettre fin à la violence aveugle? Comment faire pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire? Trois invités avec moi pour en parler. Nicolas Lasme, vous êtes le représentant en France du FPI. Branche Affaires récente, doit-on préciser, l'homme a été arrêté dans la nuit du 6 au 7 novembre dernier et le 9 novembre il a été inculpé par un juge d'instruction à Abidjan. La liste des infractions est longue. 30 chefs d'inculpation au total, actes de terrorisme, organisation et participation à un mouvement insurrectionnel, meurtre, viol, etc. Ce cas est grave, très grave. On n'a pas de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Moïse Moussa et Diallo, conseil spécial à la délégation RHDP de France. Vous êtes un homme heureux en ce moment. Vous êtes un grand soutien du président Alassane Ouattara. Vous vouliez un nouveau mandat. Eh bien, vous l'avez eu. Seulement, la situation reste tendue, difficile dans votre pays. Comment s'en sort-on? On en parle de cette émission. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Brice Nzamba, analyse politique, avocat et au barreau de Paris. Avec le cas ivoirien, c'est la politique de pouvoir qui se sépare. D'un côté, un pouvoir qui se dit légaliste, respectueux des décisions du Conseil constitutionnel, et de l'autre, une opposition qui ne veut pas en entendre parler, qui dénonce la vassalisation des institutions de la République, y compris la plus haute des juridictions. Y a-t-il une ligne médiane? On en parle au cours de cette émission. Merci bien. Je vous remercie, Michel. Notre invitation, beaucoup le redoutaient, nous y sommes. La Côte d'Ivoire plonge dans une crise post-électorale sanglante. Comment situer les responsabilités pour y mettre fin? On en parle après ce sujet, signé Aïssatou Beslan Diamanka, Corinne Camden. Le Conseil constitutionnel a validé le lundi 9 novembre 2020 la victoire du président Alassane Ouattara, candidat à sa propre succession. L'homme a été réélu avec un score de 94,27% des voix dès le premier tour. Ses principaux adversaires, eux, avaient boycotté le scrutin du 31 octobre. Et pour cause, ils jugent la candidature du président Alassane Ouattara anticonstitutionnelle et dénoncent une commission électorale et un conseil constitutionnel totalement inféodés au pouvoir. Protestations, manifestations, tensions, boycotts et enfin la désobéissance civile prônée par l'ensemble des membres de l'opposition. Tous les moyens ont été utilisés pour contrer vigoureusement le troisième mandat du président sortant, dont le camp brandit la fermeté. Je cite, « Monsieur le Président, s'il continue la semaine prochaine, après le dernier conseil des ministres, nous allons vous désobéir un peu. » Et il poursuit. Ils incitent à la violence, à la désobéissance, à la rébellion. Il ajoute, nous serons devant vos domiciles, c'est-à-dire les domiciles des opposants, pour vous apporter la note, etc. Fin de citation. Dès sa réélection, le président Alassane Ouattara durcit le ton et se veut ferme. Les opposants qui faisaient appel à la désobéissance civile sont interpellés, notamment les leaders du FPI et du PDCI, Pascal Affinguessan et Henri Konan-Bédié. Dans plusieurs villes du pays, à l'image de Dabou, ville où a été suivi l'appel à la désobéissance civile, des affrontements ont provoqué la mort de 16 personnes et ont fait 67 blessés. 3 domiciles, une ferme avicole, 10 véhicules de transport en commun ont été incendiés. Un lourd bilan également, un bateau ce mardi 10 novembre, où on dénombre 3 morts et 86 blessés, dont 53 graves. 17 maisons mises à feu, provoquant le déplacement des populations qui fuient ces violences post-électorales meurtrières. En réponse aux violences, le pouvoir tend la main et se dit prêt au dialogue. Mes chers compatriotes, conformément aux valeurs de paix et de dialogue
que nous a légué le père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, je voudrais réaffirmer ma disponibilité, aujourd'hui comme hier, pour un dialogue sincère et constructif avec l'opposition, dans le respect de l'ordre constitutionnel. Les dés sont définitivement jetés, le sort de cette élection présidentielle est scellé. Il reste désormais au président Alassane Ouattara de prêter serment devant le Conseil constitutionnel pour son nouveau mandat de 5 ans. La cérémonie d'investiture est prévue en décembre. En vue d'une décrispation, l'homme a rencontré ce 11 novembre à l'hôtel du Golfe à Abidjan l'ancien président Henri Konan Bédié. Nicolas Lasme, très rapidement, de l'appel à la désobéissance civile, vous êtes passé à l'appel au boycott actif du processus électoral, puis à la création d'un Conseil national de transition. Vous comprenez la réaction du pouvoir, ce qui vous arrive en ce moment, ce qui arrive en ce moment à Finguessan. Vous le comprenez? D'abord, je tiens à vous remercier pour nous avoir invités sur votre plateau. Oui. Avant tout propos, j'aimerais m'incliner sur ces milliers de femmes, de jeunes qui sont tombés pour la défense des institutions, Bon, pour la défense... Milliers, non, mais même si c'est oui, grave. Oui, milliers. Quand je parle de milliers, c'est-à-dire l'histoire de la Côte d'Ivoire avec le président, l'ex-président Ouattara n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis son avènement dans l'arène politique ivoirienne, il y a eu des milliers et des milliers de morts. Parce que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas aujourd'hui. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la crise post-électorale de maintenant. C'est depuis longtemps. Donc je m'incline sur toutes ces têtes qui sont tombées pour dire que la Côte d'Ivoire ne mérite pas ceci. Quand on sait que c'est un pays de fraternité, un carrefour qui reçoit pratiquement toute la sous-région. Pour revenir à votre question, s'il vous plaît. Le pouvoir en place était déjà dans une stratégie depuis longtemps. Depuis longtemps pour créer ce que nous savons aujourd'hui. Parce que quand on revient déjà, quand on prend le décès de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, Oui. il faut savoir que le mal dont souffrait l'ex-premier ministre, Oui. ce n'était pas un mal qu'on pouvait appeler le paludisme. Ce n'est pas un mal qu'on pouvait appeler la diarrhée. On connaît le mal que subissait ce monsieur-là. On va être plus concret et Oui. plus précis. Oui. Monsieur Nicolas Lasme, très rapidement, vous avez appelé Oui. au boycott actif du scrutin. Oui. Dans la tête de l'Ivoirien ordinaire, Oui. dans la tête du membre du FPI Oui. ou du sympathisant du FPI, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous vouliez dire? On C'est fait- quoi le boycott actif Le du boy- scrutin? le boycott actif, c'est que Oui. c'est quoi? La loi fondamentale d'une nation, c'est sa constitution. Et cette constitution a été bafouée par celui-même qui était le garant de cette constitution. Du moment où il n'y a plus de constitution, nous considérons que tout ce qui se fait en Côte d'Ivoire est contre la loi. Alors que nous voulons aller sur la lancée de la loi. Donc il fallait cette désobéissance civile. Oui. Et quand vous parliez de boycott civil, vous demandiez à vos militants d'empêcher physiquement, matériellement, Par tous les moyens. par tous légaux. les moyens. Non, on n'empêche pas une élection, pas un moyen. La loi ne prévoit pas un moyen légal pour empêcher une élection. Tout à fait. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, on peut dire que c'est la résultante, c'est le résultat, c'est la conséquence de votre mot d'ordre. Tout à fait. Vous assumez. On assume. Vous assumez On que des Ivoiriens s'en soient pris physiquement à d'autres Ivoiriens, que des Ivoiriens aient empêché d'autres Ivoiriens d'aller D'autres voter. Ivoiriens ne se sont pas pris à d'autres Ivoiriens. Non. Nous avons lancé... Il y a eu des bureaux de vote qui ont été saccagés. Oui, mais c'est des bon. gens ont été empêchés de voter. Nous n'avons pas empêché quelqu'un de voter. D'accord. Nous avons empêché Oui. un vote, mais pas quelqu'un de voter. Ah, c'est très subtil ce que vous Oui. dites. Mais on reviendra. Effectivement, vous avez dans votre propos indiqué un point de départ. Oui. La mort du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Et c'est là, sans doute, le point de départ de la crise Moïse Diallo. Ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez quand même votre part de responsabilité dans le drame qui frappe votre pays aujourd'hui, où des Ivoiriens découpent d'autres Ivoiriens? Votre part de responsabilité, vous la reconnaissez quand même? Merci Richard de me donner la parole.
Vous savez, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire est tellement grave qu'à ces questions-là, aujourd'hui, je veux dire, on est dans une situation où nous voulons aujourd'hui trouver une solution pour vraiment présenter toutes nos excuses et notre désolation face à ce qui arrive en Côte d'Ivoire. Oui, Diallo, on ne peut pas trouver de solution si on ne situe pas la responsabilité. Oui, mais justement, je veux le dire parce qu'il a rendu hommage tout à l'heure, effectivement, à tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire. Je m'inscris effectivement dans cet hommage-là. Et donc, une fois qu'on a dit ça, la responsabilité, je pense que au niveau d'un pays, quand il y a des morts, on peut tous dire que nous sommes responsables. Mais quand on dit qu'on est responsable, cela ne veut pas dire qu'on est coupable. Je pense qu'il y a des responsables et il y a des responsables coupables. On va approfondir la question. Au niveau de mon parti, nous pouvons vous dire, puisque vous avez parlé effectivement du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, depuis que nous avons été frappés effectivement par le deuil, c'est vrai que l'opposition elle-même commence à se poser la question de savoir qui sera le second candidat au sein du RHDP. Dès l'annonce du décès, partout, que ce soit les journalistes, que ce soit l'opposition, eh bien, toute l'Assemblée était réunie pour dire qui maintenant pour prendre la tête du RHDP. Mais ça, c'est une question, et c'est ce que nous avons dit, l'ensemble de nos cadres se sont réunis pour dire c'est une question dont la résolution appartient au parti. Les cadres du parti ont décidé qu'ils faisaient appel à un candidat qui est Alassane Dramane Ouattara. Mais donc, il y a excusez-moi, monsieur une Diallo, fois que nous avons décidé cela, je vous en prie. Mais une fois que vous avez décidé cela, ce qui se passe aujourd'hui dans votre pays, on voit bien que c'est la conséquence d'un mélange d'ambiguïté, de contradictions. Et j'ai mis tout à l'heure l'opposition devant ces ambiguïtés. Quand vous appelez les gens au boycott actif d'un scrutin, la conséquence, c'est ce qu'on est peut-être en train de voir aujourd'hui. Mais quand même, vous aussi, votre contradiction, quand vous dites, nous avons un bilan impeccable, nous avons un bilan inattaquable, un bilan qui parle pour nous. Quand vous dites, nous avons le plus grand parti de Côte d'Ivoire, nous avons une implantation nationale des meilleures. Nous avons toutes les régions pratiquement. Et nous avons l'adhésion des Ivoiriens à notre parti. C'est vrai aussi, dites-vous. Et vous ajoutez, l'opposition en face n'a pas de programme. Elle est pauvre, elle n'a pas les moyens, elle est désunie. Quand on a tout ça, même si le RHDP présentait une chèvre à cette présidentielle, elle aurait été élu président de la République. Pourquoi êtes-vous obligé d'aller demander au président Ouattara d'être candidat, puis Ouattara d'être candidat, puis vous avez tout ça, vous avez tous les moyens ouverts, même vous auriez pu être candidat et remporter cette présidentielle. Certainement, mais enfin, ce n'est pas moi qui décide. Nous sommes un appareil politique, nous sommes un parti politique. Toutes les décisions qui émanent du parti politique sont des décisions effectivement qui viennent de sa base. C'est pour cela que le DE, M. Adama Bictogo, avait dit, dès le décès du Premier ministre, que la base se réunirait pour décider qui viendrait. De quoi aviez-vous peur? Mais il n'y avait pas de peur en cela. C'est une question. Mais nous étions libres de décider qui nous voulions. D'ailleurs, c'est cette liberté que nous avons utilisée. Et je ne vois pas en quoi est-ce que l'opposition, son programme, devient la désignation du candidat du RHDP. Vous avez raison. Dès le départ, nous avons dit non à cela. Voilà. Et Brice Nzamba, très rapidement. Il y a sur le continent des opinions publiques de plus en plus réfractaires à toute idée de troisième mandat. Peu importe si c'est le premier mandat d'une nouvelle république ou si c'est le troisième mandat d'une même république, on voit bien que sur le continent, aujourd'hui, naît une opinion publique qui est contre cela. La Côte d'Ivoire n'y échappe pas visiblement. Oui, parfaitement. C'est-à-dire que nous vivons une époque, il y a l'esprit d'une époque. C'est-à-dire que dans notre temps, la génération africaine d'aujourd'hui ne supporte plus des chefs d'État qui ont tendance ou qui voudraient s'éterniser au pouvoir. C'est-à-dire que quand les règles fixent au sein de la Constitution qu'il faut rester il n'y a que 2 mandats, il faut les respecter. Voilà, donc moi je dirais il ne faut pas changer de république pour un nouveau mandat. Mais non, c'est-à-dire que c'est d'abord une question de respiration démocratique.
Voilà, parce qu'on peut nous parler du changement dans la continuité, mais quand on est encore une jeune démocratie, il faut redoubler d'exemplarité. Parce que plus on est une jeune démocratie, plus on doit être encore au plus près des règles et des principes. Voilà. Quand on arrive à devenir une vieille démocratie, les usages sont ancrés dans les mœurs et dans la culture. En ce moment-là, même en ce moment-là, il faut toujours rester au plus près des principes. Mais la question de la Côte d'Ivoire, moi je pense que tout le monde est responsable, mais le premier responsable, c'est d'abord le chef d'État. Parce que c'est lui qui est le garant de la Constitution, c'est lui qui est le garant du fonctionnement démocratique des institutions. Et donc, quand le fonctionnement démocratique de la société a un souci, c'est d'abord au chef d'État de rendre compte. Mais ce que vous dites est peut-être intéressant, mais il y a un principe. Et c'est ça qui nous replonge sans doute au cœur de la question de qu'est-ce que c'est qu'un État de droit, un État démocratique. On va l'approfondir. Quand vous dites le président est le premier responsable, mais le Conseil constitutionnel a validé sa candidature. Il n'a pas validé lui-même sa candidature. La plus haute des juridictions a validé sa candidature. C'est ça la question. Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans un État de droit, c'est le respect des institutions. Ça, c'est un fait. Oui. Mais les institutions doivent fonctionner conformément aux règles prescrites dans la Constitution qui l'organise. Et pour que les institutions jouent le jeu de la Constitution, encore faut-il que ces institutions soient dirigées par des hommes qui sont eux-mêmes épris de ces principes-là, et donc indépendants. À partir du moment où vous avez des hommes qui ne sont pas épris des principes démocratiques, qui animent des institutions qui sont censées être démocratiques, alors ce qui se passe, c'est qu'on dévoie les institutions. On dévoie les institutions, on manipule et on instrumentalise les institutions. Donc c'est un argument que de dire que les institutions ont parlé, il faut respecter. Mais encore faut-il que les hommes qui animent les institutions soient à la hauteur des tâches qui leur incombent. C'est très intéressant, on l'a vu aujourd'hui. Le premier enseignement que nous tirons du cas ivoirien, c'est qu'effectivement, il y a sur le continent une opinion au public qui est de plus en plus réfractaire à l'idée du troisième mandat. Le deuxième enseignement, c'est ce que vous venez de dire, c'est qu'au fond, un État de droit, c'est certes le respect des lois, des institutions, mais on ne peut pas dissocier cela de la qualité de ceux qui sont chargés d'interpréter la loi et de les appliquer. Oui, il faut des hommes vertueux. Il faut des hommes vertueux, indépendants. Effectivement. Ce que vous dites est tout à fait intéressant. Très rapidement, Nicolas Lasme, Afin Guessin est en prison. Vous savez où? Non. Non. Vous ne savez pas où il est détenu, mais vous savez au moins ce qu'on lui reproche. Oui. Et vous savez pourquoi? Oui. Alors, dans quelle posture êtes-vous maintenant? Qu'allez-vous faire? Pour l'instant, nous suivons toujours la désobéissance civile. Parce vous maintenez le mot d'ordre de désobéissance civile. Parce que la seule personne qui nous a intimé l'ordre par rapport à la désobéissance civile, c'est Pascal Afin Guessin, qui est en prison. Il faut qu'il sorte pour qu'on puisse s'asseoir, pour discuter s'il faut continuer ou s'il faut arrêter la désobéissance civile. Pour l'heure, nous sommes toujours dans la désobéissance civile. Mais est-ce que vous savez, c'est ça la difficulté, on verra tout à l'heure aussi avec Maître Mzamba. La dernière fois que j'ai reçu des gens, membres d'un conseil national de transition, c'était des opposants comoriens, ils ont accepté de participer d'abord à la présidentielle et ils ont perdu et là ils ont revendiqué la victoire. Nous sommes dans une situation quand même compliquée, Monsieur Lasme, Nicolas. Vous contestez au président Alassane Ouattara sa légitimité. Il n'est plus, à vos yeux, président de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. C'est fini. Depuis le 31 octobre. Depuis le 31 octobre. Oui. Et vous annoncez la création d'un conseil national de transition. Mais avec quelle légitimité? D'abord, quand on parle de légitimité, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de légitimité depuis 2011. Parce que tout à l'heure, je reviens en griffe sur le fait du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, en 2011, 2010 d'abord, avait dit que Laurent Gbagbo était le président de la République. C'est ce même pouvoir-là qui a contesté les résultats du Conseil constitutionnel, qui était la juridiction suprême. On est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi? On est d'accord. Pour revenir, pour qu'on soit candidat, il faut d'abord remplir des conditions. Oui. Le chef de l'État, pour la nouvelle constitution de 2016, a envoyé ses ministres sur le terrain avec des slogans. Est-ce que le président de la République peut se présenter à cette élection? Ce ne sont pas des militants du FPI qui ont taillé cette constitution. Il y a même le conseiller juridique du président, Cissé Bakongo, qui est venu sur le plateau, et même sur votre plateau, avec l'un de vos confrères, qui a dit que le président ne pouvait pas se présenter. Il y a son ministre de la Justice qui est allé à l'hémicycle, devant la nation. C'est pas moi. Bon, tout le monde est témoin. Est-ce qu'on peut considérer que ce débat est maintenant derrière nous? Ce débat ne peut pas être derrière nous. Parce que la Constitution, c'est le début et la fin d'une nation. Donc, chez vous, encore, il n'y a plus de conseil constitutionnel? C'est comme si je l'arrêtais. Il n'y a pas de loi en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays sans loi. Ce n'est pas un pays de droit.
Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire. Mes trois invités est avec moi Moïse Moussa Diallo du RHDP, Nicolas Lasme du FPI et Maître Brice Nzamba. Très rapidement, Moïse Moussa Diallo, dès l'annonce de la création du Conseil national de transition présidé par l'ancien président Henri Konan Bédié, vous avez fait assiéger son domicile et arrêter 12 de ses collaborateurs dans Maurice Gikahoué, entre-temps libérés, certes, mais d'autres sont encore en prison. Puis, vous avez capturé dans la nuit du 6 au 7 novembre Afin Guessan, à qui vous reprochez beaucoup de choses. J'ai ici ce que dit aussitôt Michel Bachelet, ancien président de la République de Chili, aujourd'hui haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. J'exhorte, je la cite, les responsables politiques de toutes les parties à travailler ensemble pour apaiser les tensions par le dialogue et non pas des mesures de sécurité brutales et des arrestations. C'est ce que dit Michel Bachelet. De l'extérieur, le regard aujourd'hui qu'on porte sur l'action du pouvoir, c'est qu'elle met en œuvre des mesures de sécurité brutales et des arrestations. Évidemment, la même personne interpelle l'opposition à qui on reproche effectivement un discours haineux. Vous approuvez toujours ces mesures de la part du pouvoir, ces arrestations? Écoutez, je remercie déjà Mme Bachelet effectivement pour l'intérêt qu'elle porte effectivement à la cause ivoirienne. Je peux vous dire que nous-mêmes, on a dans cette vision du RHDP, on a toujours bâti effectivement une vision sur la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire. Vous allez écouter tous nos dirigeants. Cette campagne, depuis la pré-campagne jusqu'à la campagne, le discours était toujours vers la paix, l'apaisement. Oui. Qu'on arrive à des élections, effectivement, élections qui se déroulent dans des conditions pacifiques et que ce soit effectivement un résultat qui soit incontestable. Oui. C'est pour cela que vous avez vu les observateurs internationaux effectivement venir en Côte d'Ivoire pour pouvoir observer ces élections. Ces élections se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Oui, mais moi je ne parle pas des élections, mais je ne veux pas des arrestations. Quand on parle des arrestations, oui, mais je suis obligé de le dire parce qu'effectivement, il faut pouvoir expliquer quelles sont les causes de ces arrestations. Cette élection, dont le résultat effectivement était un résultat vraiment honorable pour le président Alassane Ouattara, est contestée par une opposition. Une opposition qu'on n'a pas vu venir vraiment dans cette contestation. Mais on a le droit de contester. Bon, voilà, vous pouvez contester, mais vous ne pouvez pas contester dans la violence. Nous sommes dans un état de droit. Est-ce que... Dans la violence, dites-vous. Ils ont contesté dans la violence. Mais ça m'amène. Parce que quand on ne reconnaît pas effectivement un État, quand on ne reconnaît pas un président qui est élu, ça veut dire qu'on fait appel à l'anarchie en demandant effectivement qu'il y ait une désobéissance civile. Dans un pays de droit, nous ne pouvons pas, parce que vous avez dit tout à l'heure, les responsabilités. Effectivement, nous sommes responsables. Responsables aussi de la sécurité de nos concitoyens. Nous ne pouvons pas accepter effectivement que ce pays-là donc aille comme ça, tombe dans l'anarchie la plus totale sur l'appel à l'opposition d'une désobéissance dont ils ne savent même pas quel est le sens. Nous faisons cette émission à un moment où beaucoup de vos compatriotes sont éprouvés. J'ai dit dans mon mot introductif, j'ai cité quelques villes, Bongouanon, Bonois, Dabou, Yamoussoukro, tout le monde dit Douekoué, Daokro, etc., qui sont le théâtre de scènes de violence, d'affrontements sanglants, où vos compatriotes ont perdu la vie. D'abord, qui sont ces jeunes qui m'achètent d'autres Ivoiriens? Écoutez, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, à l'appel de l'opposition, la violence est née en Côte d'Ivoire. Vous avez une opposition qui a décrété sur tout le territoire national une désobéissance civile. Non. Je viens de vous dire que dans cette désobéissance civile, l'on mettait tout ce qu'on voulait mettre, Monsieur Diallo, sauf la paix. Vous revendiquez à cette table la légitimité pour le pouvoir. Tout à fait. Et la légitimité ce n'est pas moi seulement qui revendique. D'accord. Mais c'est connu par les juridictions et par les observateurs internationaux. Le premier responsable de la sécurité des citoyens, c'est le pouvoir, de tous les citoyens. Bien sûr. Bien sûr. Comment se fait-il
qu'il y ait autant de gens, autant de citoyens qui perdent la vie? Oui. Alors qu'il y a un pouvoir qui est responsable de la sécurité des citoyens. Mais bien sûr, c'est parce que ce pouvoir est responsable de la sécurité des citoyens que nous avons déployé nos services de sécurité un peu partout dans le pays. Mais vous ne pouvez pas mettre un agent de sécurité derrière chaque citoyen. Alors, que ce soit la nuit ou que ce soit dans des zones un peu reculées. Oui. Et d'ailleurs, vous voyez que la plupart du temps, si vous regardez bien sur le territoire national, ce sont dans les bastions, c'est dans les bastions de l'opposition qu'effectivement ont lieu ces violences-là. Ah, ça s'explique. Ça veut dire que vous avez effectivement des responsables politiques qui appellent ces jeunes à sortir et à les casser et à les tout détruire. Qui sont ces gens? J'imagine que vous avez réfléchi à la question. Qui sont ces gens? Mais ce sont des jeunes, ce sont vos enfants, ce sont mes enfants, ce sont les enfants de l'ASM, c'est la jeunesse ivoirienne, mais cette jeunesse-là qui est manipulée par l'opposition, qui sort dans la rue. Et donc nous disons non, et d'ailleurs il faut rendre hommage effectivement à nos forces de l'ordre, parce que ces forces de l'ordre ne viennent même pas avec une riposte qui est vraiment en proportion à l'agression. Il faut empêcher les tueries. Justement, pour empêcher les tueries, il ne faut pas ajouter à la violence de la violence. Donc nous demandons aux populations d'écouter les messages qui sont relayés par le pouvoir, par quand on prend les dernières violences en bateau, oui. on pouvait les éviter. Il y a pas loin de là des forces de l'ordre à Tiemoko, si j'ai une maîtrise de la géographie de la région, pour empêcher ça. Pendant des heures, il y a eu des affrontements et il y a eu des morts. C'est vrai. Richard, si vous constatez effectivement dans le monde entier, partout, nous ne pouvons pas, les services de sécurité ne peuvent pas être déployés partout de façon constante. Les services de sécurité ne peuvent pas être déployés partout. Vous avez un ingrédient qui a été créé, vous avez le feu aux poudres qui a été mis par une opposition, effectivement, qui a demandé à une jeunesse de dire non à la candidature, de dire non à la victoire du président Alassane Dramane Ouattara. On dit que c'est à partir de ce moment-là, je vous dis, nous sommes responsables de la sécurité, mais eux sont responsables et coupables des violences qui sont commises. Très rapidement, je viendrai à vous tout à l'heure. Très rapidement, pour savoir s'il y a un autre enseignement qu'il faut tirer du cas ivoirien, c'est que lorsque par le discours politique, vous aiguisez les esprits et vous les dressez vers la violence aveugle, c'est difficile à contrôler après. Oui, bon, parce que ce qu'il faut dire, c'est que l'homme politique fait la pluie et le beau temps. C'est-à-dire que, mais pour que une vie politique soit apaisée, il faut d'abord qu'il y ait la confiance. C'est-à-dire que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est une rupture de confiance entre les différentes parties du jeu politique en Côte d'Ivoire. Ouais. Et on assiste aujourd'hui à deux récits politiques en Côte d'Ivoire. On a le récit politique du RHDP qui considère qu'il y a eu un taux de participation important lors de l'élection, que le président Ouattara a été réélu. 54% a été réélu. Dans des conditions que vous savez. Il y a aussi des éditoriaux de la presse qui disent que c'est à peine 10%. On l'a suivi ce matin. Donc c'est contesté. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez le récit du RHDP qui considère que l'élection s'est bien déroulée, que le président a été élu, le Conseil constitutionnel a dit son mot, donc les institutions, l'équilibre des institutions est établi. Et puis en face, il y a un autre discours. On a un autre récit politique qui considère que depuis le 31 octobre, le président Ouattara n'est plus président. Donc quand vous avez deux visions irrémédiablement opposées sur la réalité de la vie politique en Côte d'Ivoire, ça produit quoi? Ça produit la violence. Parce qu'il y a une contradiction. Et cette contradiction-là, quand elle n'est pas dépassée par le dialogue, il y a l'affrontement. Et c'est d'autant plus dangereux que si après Abidjan, on tient un discours d'apaisement, le mal est fait. Oui, mais c'est ça. Notamment dans l'arrière-pays. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le temps que le discours d'apaisement parte d'Abidjan pour atteindre les campagnes, mais parce qu'il y a le discours, il y a les actes. Parce que ce qui apaise plus, ce sont les actes et ce ne sont pas les discours. Parce que vous savez, en politique, il y a ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Donc on peut dire des choses et puis en sous-main, on donne d'autres instructions. Donc c'est ça. Nicolas Lasman, très rapidement, vous maintenez l'appel à la désobéissance civile, dites-vous? Nous maintenons l'appel à la désobéissance civile. Mais pour revenir tout à l'heure à mon frère Moïse, vous savez, tout à l'heure, à l'entame de l'émission, j'ai rendu hommage à des milliers de morts. Vous avez dit non, que pas des milliers de morts. Oui, non, je voudrais contextualiser, mais après on a compris. Après j'ai compris, il n'y a pas de souci. C'est pour vous dire que le FPI est une jeune, comment on appelle, la Côte d'Ivoire est une jeune nation. Voilà. On avait Félix Houphouët-Boigny qui était le président de la République. Oui. On avait son premier opposant qui était Laurent Gbagbo. En aucun moment il n'a pris les armes contre Houphouët. Pendant qu'on savait comment est-ce que le vieux dirigeait la Côte d'Ivoire de main de maître.
La violence est entrée dans la politique ivoirienne depuis que le président Ouattara a mis ses pieds sur l'arène politique ivoirienne. En 1999 déjà, il a dit « je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera ». Là, c'était Bédié qui était le président. Ouais. Premier coup d'État. Ouattara. En 2002, il y a une rébellion. Ce sont aujourd'hui, c'est comme ils sont devenus nommés aujourd'hui colonels, généraux partout, à la personne de Kone Zakaria, pour ne citer que lui. Bon. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Oui, allez-y, nous avons pris les armes à cause de Ouattara. Aujourd'hui, on le voit. La violence est entrée en Côte d'Ivoire par Ouattara. Maintenant, quand on vient encore, quand le frère dit que, par exemple, on prend Dabou, on prend Bateau et autres, c'est des villes qui ont de la sympathie pour le pouvoir. Mais je vais rappeler au frère Moïse que Dabou, les élus de Dabou sont RHDP. Le maire est RHDP. Le député est RHDP. Donc on ne peut pas dire que ce sont des régions qui ont de la sympathie pour le pouvoir en place. Est-ce que vous voyez? Quand on prend par exemple, quand on prend Dabou. Mais ça ne peut rien justifier. Bien sûr. On est d'accord. Ça prouve qu'effectivement les populations sont à l'écoute. Sauf si ça justifie quelque chose de la part du pouvoir. Ça justifie quelque chose. C'est-à-dire, quand on prend Dabou, vous voyez par exemple aujourd'hui, le commandant supérieur de la gendarmerie s'appelle Apalo Touré. Mais c'est un médecin après la mort. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Je peux dire la liberté de manifester. C'est ça. C'est pour tout le monde. Oui. Mais quand, dans une ville, il y a une manifestation, est-ce que vous voyez, pour manifester, pour dire qu'on n'est pas d'accord pour le troisième mandat, chose qui est normale. Au lendemain de cette manifestation, vous avez des camions, des bakas qu'on appelle chez nous, des minicars, qui traversent avec des jeunes qui vont dans ces villes-là pour découper. Mais les jeunes, ils ont marché, tout le monde les a vus le premier jour. Je marche aujourd'hui lundi. Qui sont ces jeunes? Mais ce sont les milices du RHDP. Vous pensez que le RHDP a des milices? Vous en avez vous, et vous en avez vous aussi? Oui. L'opposition ivoirienne a des milices aussi? L'opposition n'a pas de milices. D'accord. L'opposition n'a pas de milices. Très bien. Afin Guessan est en prison. Aujourd'hui, vous savez où il est détenu? Non. Vous ne savez pas où il est détenu? Non, si. J'ai quand même eu maître Dagbo Dogo qui m'a dit que le procureur lui a fait injonction de ne pas dévoiler là où il est détenu. Mais lui sait où il est détenu. Sachons, raison gardée, n'exagérons absolument. Qu'attendez-vous aujourd'hui du pouvoir en fait? Le pouvoir? Du pouvoir par rapport à l'incarcération d'Afin Guessan? La libération sans condition du président Pascal Affi N'Guessan. Et donc, une fois libéré, vous lèverez votre mot d'ordre de désobéissance civile? Non, on ne peut pas nous forcer la main. Non, je suis désolé. On ne va pas poser, j'ai dit tout à l'heure, la libération de Affi N'Guessan sans condition. Parce qu'on ne va pas demander que si on te libère, tu vas annuler ton mot d'ordre. Non, c'est pas cela. Nous continuons la désobéissance civile avec le président Pascal Affi N'Guessan. Ça, ce n'est pas marchandable. Mais est-ce que ça implique pour vous la commission d'actes de violence? Mais quand vous dites désobéissance civile, est-ce que ça implique pour vous la commission d'actes de violence? Mais nous ne commettons pas de violence. Non, moi je vous pose la question. C'est le pouvoir en place qui commet des violences. Ce n'est pas nous. Et nous l'avons vu ce 11 novembre, on va dire, sur l'exhortation de la communauté internationale, du moins ce qu'on appelle ainsi, le président Alassane Ouattara a rencontré l'ancien président Konan Bédié à l'hôtel du Golfe à Abidjan. C'est l'amorce, dit-on, d'un dialogue entre les deux. Peut-on espérer quelque chose? Oui, ou que doit-on espérer de cela? Il faut toujours espérer, mais je pense que le président Ouattara a tout à gagner à entamer un dialogue franc et sincère, puisqu'il a été réélu, hein, selon le Conseil constitutionnel, il a été réélu, donc c'est un fait. Donc stratégiquement, c'est plus intelligent pour lui de tendre la main et d'amener les autres à reconnaître qu'il a été élu. Donc maintenant, lui, dans son discours, il a conditionné le dialogue au fait qu'il fallait reconnaître l'ordre constitutionnel. Oui, c'est ça. Normal. Voilà, donc ce qui fait que, donc lui, il tend la main avec des conditions, et les autres aussi répondent, parce que les autres sont obligés aussi de dire oui. S'ils ne disent pas oui, ils sont disqualifiés par la communauté internationale. Ils disent oui, mais ils posent aussi des conditions qu'il faut que ça soit un dialogue inclusif. Donc ça implique le retour du président Laurent Gbagbo, le retour de Guillaume Soro et la reconstitution de toute l'opposition sur place. Or, si cela se réalise, ça va encore
dynamiser la vie politique ivoirienne et quelque part, ça va mettre en difficulté le président Ouattara. Donc, quelque part, le président Ouattara est un peu entre le marteau et l'enclume et l'opposition aussi. Parce que si l'opposition n'accepte pas le dialogue, l'opposition est disqualifiée vis-à-vis de la communauté internationale. Et si l'opposition accepte le dialogue, elle va être obligée de reconnaître la réélection du président Ouattara. Merci maître. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. Merci à vous. Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré à la Côte d'Ivoire. Un nouvel invité m'a rejoint, Nestor Kofi. Vous êtes le porte-parole en France de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié et de son parti, le PDC. Merci à vous de m'avoir rejoint. Alors, nous le disions dans la deuxième partie de notre émission, le président Alassane Ouattara a rencontré ce 11 novembre l'ancien président Henri Konan Bédié. Que peut-on attendre, retenir plutôt de cette rencontre et quelle peut être ou de quoi, qu'est-ce que cette rencontre plutôt présage pour l'avenir de votre pays, notamment en ce qui concerne la résolution de la crise post-électorale. On en parle après ce reportage signé Olivier Konan. Dialogue direct entre le président Alassane Ouattara, président de la République, et Henri Konan Bédié, président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Cette rencontre vise à faire baisser la tension. Le pays connaît des affrontements meurtriers depuis l'appel à la désobéissance civile lancé par le président Bédié, qui ne reconnaît pas les résultats de l'élection présidentielle du 31 octobre ayant permis la réélection du président Ouattara et a donc créé le Conseil national de transition. Le président Alassane Ouattara est satisfait de la reprise du dialogue. Le président Bédié, président du PDCI-RDA, et moi-même venons d'avoir un entretien fraternel pour rétablir la confiance et faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en paix. Nous sommes convenus que la paix est la chose la plus chère et nous avons décidé d'œuvrer pour qu'il en soit ainsi. Et ceci était une première rencontre, comme dit le président, pour briser la glace, pour rétablir la confiance. Et nous sommes convenus de nous revoir très prochainement pour continuer ce dialogue qui a bien démarré et la confiance est rétablie. Même disposition d'esprit chez Henri Konan Bédié, le président du PDCI. Il annonce d'autres rencontres à venir pour trouver solution à la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Par la rencontre d'aujourd'hui, nous avons brisé le mur de glace, de silence, et que nous allons, dans les jours et les semaines à venir, continuer à nous téléphoner, à nous rencontrer, pour que, enfin, le pays soit ce qu'il était avant. Les observateurs s'attendent à une accalmie sur le front du conflit après cette rencontre des deux leaders politiques ivoiriens. Le gouvernement annonce que les affrontements ont fait au total 85 morts avant, pendant et après les élections. Les leaders de l'opposition arrêtés sont toujours en détention pour le moment. Nestor Kofi, très rapidement, dans quel état d'esprit se trouve aujourd'hui le président Henri Konan Bédié par rapport au dialogue initié par le président Alassane Ouattara ce 11 novembre? D'abord, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont été assassinés lors de ces élections, avant, pendant et après. Maintenant, pour répondre, je relève deux choses. Allez-y très rapidement. Le président Bédié, d'abord, vous avez vu quand les deux parlaient au départ, le président, M. Ouattara a traité le président Bédié de président du PDCI-RDA. Et après, le président Bédié, quand il a pris la parole, si vous avez remarqué, il a parlé de nous au troisième... à la première personne du pluriel. Oui, à la première personne du pluriel. Oui. Nous. Oui. Il n'a pas prononcé le nom président. Donc ça veut dire quoi? Attendez. Et deuxièmement,
le président Ouattara dit maintenant, au lieu de dire président du PDCI, il a dit président Bédié. Donc, pour moi, c'est deux éléments que je relève. Le cadre où ils ont choisi pour aller faire cette rencontre, ce n'est pas au palais. Ça veut dire que le président Bédié ne reconnaît pas l'autorité de M. Même Ouattara. en ce moment où nous sommes en train de faire cette émission, oui, il ne reconnaît pas. Il conteste toujours la légitimité du président Alassane Ouattara. Conteste la Et c'est la position de votre parti. Oui. C'est la position de l'ensemble de la plateforme de l'opposition. De l'opposition. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Attendez. Alors, disons les choses clairement. Comment vous pouvez vous imaginer Allez. cela? Inconcevable. Il faut comprendre. Hein. Il faut Non, comprendre. mais Oui. Au moment où on est en train de faire cette émission, vous êtes en train de nous expliquer que pour vous, Alassane Ouattara n'est pas président de la République. Non, puisque le mot de désobéissance civile, est-ce que ça a été élevé? Non. D'accord, très bien. Parce que M. Bédié est venu avec une batterie de revendications. Oui, on a vu le communiqué. Bon, et le communiqué, il n'a pas retiré un seul mot. Et il n'a pas retiré le mot d'ordre. Ça veut dire quoi? Non, mais on a brisé le mur du silence. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas essayer d'approfondir. Ou d'évoluer. Oui, ça peut d'évoluer, y compris en acceptant, en admettant enfin pour l'instant, qu'il est le président de la République. Non, mais il est un président depuis le 31 et il est sorti octobre, il n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire. Il est sorti. Dans l'ordre protocolaire, Monsieur Richard, très clair. Monsieur Richard, dans l'ordre protocolaire, Monsieur Richard, dans l'ordre protocolaire d'une audience, le chef de l'État est la dernière personne à arriver sur les lieux. Oui. Dans l'ordre protocolaire. Mais quand vous observez, Bédié a été la dernière personne à arriver. Et donc, ça veut dire qu'il ne reconnaît pas l'autorité de Ouattara comme président de la République de Côte d'Ivoire. Ok, très bien. Ça, on l'a compris. Non, s'il vous plaît. Ça, on l'a compris. Maintenant, qu'attendez-vous? Attendez, quelles sont vos attentes principales? On parle de dialogue. Il vous faut dialoguer de toute façon. Vous n'avez pas le choix. Tout à fait. De toute façon, je ne vois pas comment vous pouvez vous en sortir sans dialoguer. Oui. C'est quoi votre attente principale, au fond? Vous savez, avant de dialoguer tout à l'heure, Ouattara, c'est quelqu'un, c'est un menteur, comme l'a dit Laurent Gbagbo. Ouattara fait semblant de tendre la main à l'opposition pour montrer à la communauté internationale que lui, il veut dialoguer et qu'il tend la main à l'opposition. Et si l'opposition ne vient pas, on dira... Ok, l'opposition ne veut pas dialoguer. L'opposition est partie. Et vous exigez quoi? Nous exigeons l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire? C'est-à-dire que Ouattara n'est pas président de la République de Côte d'Ivoire, que depuis le 31 octobre, il y a vide constitutionnel. Et donc, il faut reprendre les élections? Tout à fait. Vous voulez la reprise des élections? Parce que vous savez quoi? Vous savez quoi? La Cour africaine des droits de l'homme a préséance sur la juridiction ivoirienne. C'est ça votre attente? Qu'on reprenne la présidentielle? Oui, bien sûr que oui. Richard, on ne peut pas laisser courir. La Cour africaine des droits de l'homme a demandé que ces élections soient inclusives. Vous ne pouvez pas venir dire et tous les autres. Vous ne pouvez pas venir dire qu'un président est un menteur. Alors je précise, nous faisons cette émission. Monsieur Laurent Gbagbo lui-même n'est pas un menteur. Quand on sort de l'accord de Marcoussis et qu'il vient nous dire qu'il n'est pas d'accord avec les accords de Marcoussis, il se dénie en permanence. Il faut arrêter de le président de la République, s'il vous plaît. Alors, tout le monde sait que c'était menteur. Monsieur, il a dit à l'autre qu'il ne sera pas le président. Monsieur Lassman, on va finir. Monsieur Lassman, tout le monde le sait. On va finir cette émission sans insulte. Gardez un peu de correction, s'il vous plaît. Voilà. Je crois que vous perdez un peu le sens du débat. On va garder le cadre de la convivialité et du respect. Merci beaucoup. Ils disent qu'ils ne reconnaissent toujours pas la légitimité du président de la République. Oui, mais écoutez... Et ils précisent que... Et apparemment, c'est ça le point, le socle du dialogue futur pour qu'il y ait dialogue et qu'il y ait résolution de crise. Il faut qu'il y ait une nouvelle élection présidentielle dans votre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'ils disent. Écoutez, Richard, moi, je ne sais pas si M. Lassme vraiment porte la voix de son parti. Ça, je ne le sais pas, je me demande. Ah, mais c'est lui qui représente le FPI en France. Ben voilà, mais je ne sais pas. Et vous avez le porte-parole d'Henri Konan Bédié aussi qui l'appuie. Je ne sais pas si son parti, vraiment, il est le porte-parole de son parti quand il a des propos de ce genre. Parce qu'aujourd'hui, si vous constatez sur la scène politique ivoirienne, je pense que le rapprochement qui vient de se faire entre le président Alassane Ouattara et le président Bédié est quelque chose qui nous appelle tous à la modération, au calme. À l'apaisement. À l'apaisement. Oui. Alors, c'est ce que vous souhaitez. C'est ce que je souhaite et je pense que c'est ce que nous avons vécu lors de cette rencontre-là.
Bon, donc c'est un message fort à la nation. Pendant que vous laissez mon président en prison, on le laisse finir. On le laisse finir. On ne vous a pas interrompu et il a décidé de laisser les autres s'exprimer. Je n'ai pas dit que la paix est totale en Côte d'Ivoire. Je dis qu'on est dans un processus effectivement de pacification et que c'était une image très forte, cette rencontre qu'il y a eu entre le président Bédié et le président Alassane Dramane Ouattara. Voilà ce que j'ai dit. Et je vous invite vraiment à être aussi dans l'apaisement pour qu'on aille vers la paix. Pendant qu'à en prison, ce n'est pas... Mais vous êtes alors, Picard, je rappelle, on peut bien imaginer que le président Alassane Ouattara, dans un esprit d'apaisement, ordonne, si on veut, effectivement... C'est-à-dire qu'on est dans un état de droit où, effectivement, il faut comprendre pourquoi quelqu'un est en prison. Il était en campagne. Monsieur, un journaliste lui a posé la question. Vous aviez la parole tout à l'heure. Un journaliste lui a posé la question. Mais l'opposition veut dialoguer avec vous. Et il a répondu pour dire, mais je vais dialoguer avec eux. On va parler de quoi? Ça, c'est avant. On retient M. Diallo. Vous êtes toujours dans le passé, vous êtes dans l'histoire. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, elle avance. Monsieur Diallo, on retient de vos propos effectivement qu'il y a chez le président Alassane Ouattara la disponibilité à dialoguer. Mais alors à dialoguer sincèrement et franchement. Et franchement, avec l'opposition, y compris à faire les gestes d'apaisement qu'il faut, notamment la libération, par exemple, de Afin Guessant. Vous avez vu qu'après d'avoir reçu le président Bédié, le président Alassane Dramane Ouattara a reçu aussi Kakabé. Bon, Kakabé, ce n'est pas donc ça veut dire que... Non, oui, mais ça veut dire qu'il y a une ouverture quand même à négocier. Il n'y a pas de problème entre lui et Kakabé. Il n'y a pas de problème, mais c'est un opposant. Donc on discute avec toute l'opposition. D'accord. Sans exclusive. Aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas avec des discours comme ça, à l'emporte-pièce, vraiment dans la colère, qu'on peut arriver. Ce n'est pas une histoire de colère, c'est une apprenez à vous calmer. Et vous êtes ivoirien, vous êtes... Voilà, le président Gbagbo Laurent lui-même est aujourd'hui quelqu'un qui est très calme, on le sent, il appelle effectivement à l'apaisement. Son coup de fil est arrivé au ministre Ahmed Bakayoko pour dire qu'il faut trouver une solution paisible en Côte d'Ivoire. Donc tout le monde s'inscrit dans la paix. Alors les représentants de ces partis-là, il faudrait que vous inscriviez aussi dans la paix. Il faut que vous ayez une démarche un peu calme pour que ces populations c'est de votre responsabilité d'éviter que les populations s'affrontent. Donc quand on vient sur un plateau télé, passons les messages de paix pour que on est d'accord. désarme un peu Moïse Diallo, monsieur Moïse Diallo. S'il vous plaît, monsieur, laisse-moi. S'il vous plaît, alors je comprends votre colère. S'il vous plaît, on comprend tout à fait votre colère. On comprend. Effectivement, votre leader est en prison et vous n'êtes pas content. Oui, mais on peut comprendre sa colère. Il y a des colères. Monsieur Richard, quand il me dit qu'on vient sur des plateaux télé, donnons des messages de paix. Non, les messages de paix, ce n'est pas sur les plateaux. Les messages de paix, c'est dans les maisons. C'est dans les quartiers, c'est dans les villages. C'est sur le terrain. Ah oui, c'est sur le terrain. On arrête les emplois, ça n'a aucun sens. Très rapidement. Et Nestor Kofi, votre président, celui dont vous êtes le porte-parole, est aujourd'hui le maillon par lequel le processus du dialogue est enclenché. Aujourd'hui, il est quand même difficile d'imaginer, parce que nous ne rêvons pas, d'imaginer le président Alassane Ouattara, après tout ce qui s'est passé, remettre encore son mandat en jeu sur la table, dit je ne suis plus président de la République. Ne rêvons pas dans cette émission. Soyons pragmatiques. Ce sont des grands s'il vous plaît. Soyons pragmatiques. La question c'est que voulez-vous aujourd'hui? Que pouvez-vous concéder? Que pouvez-vous accepter? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour accepter que la crise cesse et que effectivement le dialogue se noue? Abstraction faite de l'obligation au président Alassane Ouattara de remettre en jeu son mandat. Parce qu'il ne le fera pas. Ça, on le sait déjà. Il a été élu. Bon, j'ai la parole. Oui, vous avez la parole. Bon, je vais vous dire que M. Ouattara n'est pas élu. Il y a eu 7 millions d'inscrits. Il n'y a même pas eu 10%. 7 millions sur 25 millions d'habitants. Il n'y a même pas eu 10% d'élus. C'est-à-dire que 650 000, il n'y a pas eu 10%.
S'il vous plaît, allez-y, monsieur Nestor Kofi. Alors, ça, c'est votre chiffre. Si vous n'avez pas les chiffres, je me suis abstenu. D'accord. Moi, quand il parlait, moi, je parlais pas. Non, il faut attendre. Monsieur Diallo. Non. Monsieur Diallo. N'importe quoi. Il ne faut pas couper les gens quand on parle. Non, il ne faut pas couper. Je vous ai le chiffre officiel, c'est 54%. Non, attendez-moi. Je ne sais pas. Mais laissez-moi. Allez-y, monsieur Kofi. Je suis en train de développer allez-y, très rapidement. Un argument. Oui. J'ai dit, en Côte d'Ivoire, nous sommes 25 millions. Oui. Il y a eu 7 millions d'inscrits. 7 500 000 à peu près. Oui, bon, j'ai oui, c'est d'accord. Il y a 7 millions d'inscrits. Oui. Sur 7 millions, il n'y a eu que 8% qui sont allés voter, c'est-à-dire 650 000. Et c'est sur les 650 000 personnes qu'il y a eu 54%. Ces chiffres-là, vous les tenez. Monsieur Diallo, vous n'avez pas la parole. Ces chiffres-là, vous les tenez d'où? Regardez, allez-y prendre le Figaro d'aujourd'hui. D'accord, très bien. Allez au bout de votre raisonnement. Libération d'aujourd'hui. Allez au bout de votre raisonnement. Prenez le Figaro d'aujourd'hui. Oui. Et le journal Libération d'aujourd'hui. Oui. Vous allez bien comprendre. Ils sont allés faire les enquêtes sur en Côte d'Ivoire où on a coupé la tête de quelqu'un et puis on faisait de ça. Allez au bout de. Nous sommes à la fin de l'émission malheureusement. Allez au bout. Malheureusement, il fallait me prendre. J'aurais développé. Allez-y. Donc aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, M. Ouattara, dans sa parodie, qui est une forfaiture d'ailleurs, parce que la Constitution ne le conférait pas, qu'il est allé faire cette forfaiture avec 650 millions, 650 000 personnes sur 25 millions d'habitants. C'est du n'importe quoi. D'accord. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? On remet en cause votre position n'avance pas. Très rapidement pour finir cette émission. Si on est en train... Alors, Moïse Diallo, très rapidement, vous savez, si on est en train de faire cette émission aussi, c'est quelque part parce qu'il y a une forme de ruidité de la part du pouvoir ivoirien. Voyez-vous, le président Alassane Ouattara, par son parcours, fait partie des dirigeants les plus respectables du continent. Ce n'est pas du monde même. Ce n'est pas n'importe qui le président Alassane Ouattara. Et à en juger par l'efficacité de son action sur le plan économique, infrastructurel, etc., on peut saluer l'homme. La question c'est pourquoi... On ne peut pas. Attendez, je n'ai pas fini. La question, monsieur Diallo, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. La question, c'est pourquoi c'est si compliqué pour le président, dont on salue l'action aujourd'hui, de concilier développement et respect des droits de l'homme. Je vous ai cité Michel Bachelot, qui demande qu'on respecte les droits de l'homme et les libertés fondamentales en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est si compliqué? Solo Guillaume disait... Quand moi j'étais membre du gouvernement Gbagbo, j'insultais le président Gbagbo le matin sur RFI et à 10h j'allais au conseil des ministres et il me dit Nicolas ça va, et Guillaume ça va. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Et ça sera jamais possible. Pourquoi c'est devenu compliqué d'être opposant aujourd'hui? Vous voyez le nombre de personnes effectivement qui attaquent le pouvoir, le nombre de personnes qui écrivent contre le pouvoir, le nombre de personnes qui insultent le pouvoir. Ces personnes ne sont pas en prison. Mais par contre, quand on est dans un jeu politique et qu'on a fixé des règles, on a des procédures, et qu'on se soumet à ces procédures-là, au bout du compte, quand il y a un résultat, et que vous avez des personnes qui viennent contester effectivement la validité de ces résultats, mais il y a problème. Merci à vous. Il y a problème. L'opposition n'est pas dans la légalité. Merci à vous d'avoir participé. Monsieur Richard, la désobéissance civile, ce vocabulaire est entré dans la bouche des Ivoiriens par Alassane Ouattara. D'accord. Ce n'est pas l'opposition. On a bien compris. Il faut comprendre que les collaborateurs proches du président Ouattara, que ce soit le vice-président Kabila Denka, son directeur de cabinet, actuel ministre, ça veut dire que c'est un homme qui n'est pas honnête. Qui n'est pas honnête. Ça, on a bien compris. Votre position et votre collègue. La position, c'est que nous demandons au pouvoir de libérer sans condition le président Pascal Affi N'Guessan. Merci à vous. Nestor Kofi, s'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. Nestor Kofi, merci à vous également. Mais moi, je voulais dire qu'on n'ira pas au dialogue à n'importe quel prix. D'accord. Parce que M. Ouattara, on ne reconnaît pas son autorité. D'accord. Il y a la désobéissance civile qui doit être de mise sur toute l'étendue du territoire. Merci. Et jusqu'à ce qu'on fasse plier
ce pouvoir-là. Nestor Kofi, je Faire rappelle plier que le pouvoir. vous êtes, Vous je pouvez rappelle toujours que entendre vous parce qu'on a êtes, été élus, vous nous êtes, sommes monsieur, des vous n'avez plus la légalistes. parole, je rappelle que vous êtes porte-parole en France du PDCI et du président de l'ancien président Henri Konan Bédié. Nicolas Lars, mon porte-parole en France du FPI, vous êtes un homme en colère, on l'a vu dans cette émission, on souhaite effectivement que dans le cadre du dialogue amorcé par le président Alassane Ouattara avec l'ancien président Henri Konan Bédié, que votre leader Afin Guessan soit libéré, de même que les autres qui sont leaders de l'opposition qui sont en prison, y compris le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, pourquoi pas de Soro Guillaume, pour qu'ensemble vous puissiez construire la main dans la main votre beau pays, la Côte d'Ivoire. Merci à vous. L'élection. C'est la fin. On ne reconnaît pas. Ni aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas Alassane Ouattara comme président de la République. D'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours comme prévu. Restez toujours fidèles à Africa 24. À très bientôt. Monsieur, nous avons fini l'émission. Monsieur, le débat est fini. Le débat est fini. C'est vrai que le débat est passionnant chez vous, dans votre pays, mais nous avons fini notre émission. On se retrouvera pour d'autres émissions avec l'espoir effectivement que vous avanciez, que les positions avancent dans le sens de soulager la souffrance des populations ivoiriennes. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été comme toujours nombreux à suivre et restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous. Merci.